Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. On est à quelques jours de la sortie officielle du chapitre 8. Le set est déjà sorti dans les boutiques spécialisées et vous avez déjà pu participer aux différentes avant-premières. Pour le reste du monde, ça sortira le 6 juin et on va commencer à s'intéresser un petit peu au metagame et aux nouveaux decks qui vont être implémentés avec les nouvelles cartes du chapitre 8. On s'attendait à pas grand chose et finalement il devrait y avoir quand même quelques bonnes surprises pour faire bouger ci et là ce metagame. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager dans l'espace commentaire. Vous pouvez retrouver tous nos produits Lorcana sur notre site Labelcarte. Le lien est en description, labelcarte.fr. Les précommandes actuellement sont toujours disponibles jusqu'au 6 juin. On a déjà reçu les produits de Ravensburger. Il reste plus qu'à les envoyer, donc n'hésitez pas si vous voulez encore passer commande. Vous avez le code de réduction ValetPL 2025 qui vous donne 5% de réduction sur votre première commande. N'hésitez pas à en profiter, merci à tous. J'en profite aussi pour vous dire que lorsque vous regardez cette vidéo mardi soir, et bien dans 2 jours, le jeudi à 19 h, vous avez un box break de chapitre 8 sur Voct. Si jamais vous rentrez le code parrainage Labelcarte au moment où vous créez votre compte sur cette application d'enchères en ligne, eh bien vous avez 10 € offerts. 10 € offerts, c'est littéralement 2 boosters gratuits de chapitre 8. Donc n'hésitez pas à passer nous voir en live, à rentrer votre petit code au moment où vous créez votre compte et à vous offrir ces 2 boosters bien gratuitement jeudi soir à partir de 19 h. Voilà, ça se rappelle qui sera en live et qui ouvrira des boosters pour la communauté sur le chapitre 8. Bon, comme je vous le disais, il est l'heure maintenant de s'intéresser un petit peu au metagame, aux différentes cartes qui vont pouvoir s'implémenter dans les decklists du format. Je vais vous présenter 3 listes qui m'ont l'air d'être hyper fonctionnelles. En tout cas, ce sont des listes qui profitent vraiment de certains ajouts du chapitre 8. Il y a plein d'autres decklists intéressantes, plus exotiques, dont on pourra parler dans d'autres vidéos. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer des choses qui devrait fonctionner de manière assez sûre. Encore une fois, un metagame, c'est en perpétuelle évolution, donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On verra bien à quoi ressemble le format. Peut-être qu'avec les engrenages de méta, les decklists que je vais vous proposer auront pas forcément de jeu dans le compétitif, mais en tout cas, les decklists que je vais vous proposer, si jamais elles ne performent pas, ça sera au regard du contexte du metagame et non pas au regard de la fonctionnalité du jeu. Là, l'implémentation des cartes du chapitre 8 dans les 3 decks que je vais vous proposer fonctionne. Ce sont des decks qui marchent et qui ont une synergie assez intéressante. Première liste que j'aimerais vous présenter, on en a beaucoup parlé pendant la période des spoilers, beaucoup parlé même pendant le top, c'est le fameux deck Chernadog qui a été mis en avant avec le chapitre 7 et qui voit dans le chapitre 8 pas mal de supports arriver, qui sont des cartes vraiment intéressantes pour essayer de propulser le deck dans le méta compétitif. Le deck était déjà plus ou moins jouable au chapitre 7, mais là on lui donne vraiment de nouveaux arguments, avec notamment cette Lady qui est un drop 1 qui n'est pas non ancrable, ce qui est assez important parce que le deck joue quand même 14 non ancrables et on ne voudrait pas monter beaucoup plus haut. Ça nous permet du coup de libérer de la place en non ancrable pour les autres drop 1 que sont le Merfolk Maudit et Daisy Duck, qui sont de très très bons tours 1 qui permettent de prendre rapidement de vitesse l'adversaire. L'autre excellent ajout de ce chapitre 8, c'est notre ami Lady. Quand on va jouer ce personnage, on peut jouer un personnage de 2 ou moins de notre main et le mettre sur le champ de bataille. Ça permet de peupler le board, d'avoir le board le plus large possible, pardon. Ce qui permettra d'être récompensé plus tard à jouer le fameux clochard du chapitre 7 pour essayer de défausser beaucoup de cartes de notre main et donc réduire le coût d'un Chernabog. Chernabog qui, quand il est sur le champ de bataille, est littéralement ingérable par tous les decks non rouges du format ou non bleus. Il y a aussi les Hades, les libérés délivrés qui peuvent attaquer ce Chernabog, mais en tout cas on ne peut pas le tuer avec des cartes grises. Les 9 de volonté sont beaucoup trop élevés pour qu'on puisse passer à la fois par le board ou alors par des cartes grises. Donc dans certains match-ups, ça va juste plier la game tout seul, ce Chernabog. Et l'idée de ce deck, c'est vraiment de prendre le board rapidement et de pouvoir le jouer le plus rapidement possible. Au-delà de ça, ça reste un deck très agressif, donc avec énormément de tours 1, des tours 1 qui ont beaucoup de volonté pour ceux qui ne génèrent pas beaucoup de lore, qui leur permet donc de tenir un petit peu le board et donc de pouvoir synergiser avec le fait d'avoir un board large. Je pense notamment à ce nouveau clochard du chapitre 8 qui lui va nous faire piocher à chaque fois qu'une carte de notre board sera détruite par l'adversaire. Ça marchera très très bien sur les anti-bêtes de masse comme par exemple un Biprep ou une Sisu. Et puis voilà, après on a toute la synergie des chiens, hein, donc avec les 2 ladies qui vont pouvoir être de bons supports à altération à cette lady du chapitre 7 qui va nous permettre de reprendre des drop 1 de notre cimetière. Donc littéralement, elle, on va pouvoir piocher 2 cartes avec cette lady en reprenant par exemple un nom d'un ou alors une Daisy Duck. C'est vraiment très puissant. On a cette
possibilité de laurer à distance avec Gogo Tomago pour finir les parties. Piglet qui profite d'avoir des boards hyper larges. Ursula pour pouvoir aller disrupter les mains de l'adversaire. Rapunzel, la réponse, qui est l'une des meilleures cartes jaunes du jeu, qui nous permet de se refaire une main assez facilement. Surtout quand on a des drop 1 avec 4 de volonté, on peut assez facilement aller se cracher dans un Monsieur Mouche, par exemple, pour piocher des cartes. Donc ça participe encore plus à la synergie du jeu. Et le bon criquet, qui est une très bonne carte pour faire un effet overrun et peut-être aller chercher des lieux ou alors des cartes sur le board de l'adversaire, même si c'est pas nous forcément qui allons faire les trades. Bref, le deck était déjà correct au chapitre 7. Là, on lui a donné quand même quelques arguments pour le rendre assez solide. Je pense à ce clochard, à cette lady et à ce petit drop 1. M'est avis qu'on devrait en voir un petit peu au chapitre 8. Moi, en tout cas, je montrerai le deck et je vous le présenterai évidemment sur la chaîne. Ensuite, on va s'intéresser à Blurple. Vous avez vu, on n'est pas sur les decks les plus exotiques poussés par le chapitre 8. Je sais qu'il y a des versions rouge-verte qui vont essayer de tirer profit de la carte légendaire Lilo. On a aussi des versions agressives de bleu-jaune qui tournent un petit peu. Là, l'idée, c'était vraiment de se concentrer, comme je le disais en préambule, sur la fonctionnalité, c'est-à-dire vous présenter des listes dont on sait qu'elles seront fonctionnelles et qu'elles marcheront. Peut-être que le metagame ne leur sera pas favorable, mais en tout cas, la synergie d'ensemble est bonne. Donc pour les decks les plus exotiques, on fera ça dans une autre vidéo. Là, je me concentre vraiment sur ce qui a l'air d'être déjà de manière un peu consensuelle établie. Donc ici, Blurple qui a 2 nouveaux ajouts qui permettent de stratosphériser vraiment le deck. On a notre ami Monstro, qui est un 6-8 pour 8 ancrable rush, killer pour 2, et qui, en défaussant des cartes de notre main, va se redresser, ce qui lui permettra donc de réattaquer. Évidemment, c'est littéralement l'anti-bet de masse que Blurple attendait pour pouvoir solutionner des boards. On disait souvent qu'avec Blurple, on avait toujours besoin d'avoir l'avantage d'avoir le board, de prendre le board. Dès lors qu'on était derrière sur le board, ça pouvait être très compliqué de le reprendre de par l'absence de cartes rouges comme Sisu ou comme Biprepared. Monstro, c'est pas exactement de ce calibre-là, mais ça peut participer en tout cas à reprendre le board. Ça va pouvoir taper sur pas mal de personnages. On imagine contre Chernadog qu'un Monstro qui arrive sur le board assez rapidement, ça peut juste solutionner l'entièreté du board de l'adversaire. Et c'est exactement ce dont Blurple avait besoin. Pour le reste du deck, il est très fonctionnel. La boucle Bounce, tous les drop 2 accélérateurs du jeu pour ensuite aller dans des drop 4 comme Génie, Yago ou Merlin. On joue aussi la Petite Belle parce que on a la synergie avec Pop Cycle qui fonctionne très très bien avec Tamatoa. C'est une liste qui a vraiment des power play à tous les étages de la curve. Pas mal de gestion avec Hades et notamment la nouvelle gestion Into the Unknown, qui est une chanson qui va nous permettre de solutionner un personnage engagé sur le bord de l'adversaire, le mettre dans sa zone d'encre, mais ça c'est pas très grave, c'est nous qui allons profiter du fait d'avoir plein d'encre, l'adversaire en profitera quand même moins que nous, et c'est une gestion polyvalente à n'importe quel problème du bord de l'adversaire. Et donc ces 2 cartes-là, qui viennent, entre guillemets, combler un angle mort un petit peu de Blurple qui pouvait peiner à avoir de la gestion, eh bien, devrait probablement donner quelques armes et quelques outils supplémentaires à ce deck-là pour l'ancrer définitivement dans le metagame. En tout cas, moi, c'est un deck qui me parle beaucoup, qui me plaît beaucoup, que j'ai vraiment envie de tester. Dans cette liste-là, j'ai pas mis de dieu, j'ai pas mis de Macduck Manor, mais on pourrait faire de la place pour quelques Macduck Manor en fonction du metagame. Ça dépend de ce que vous affrontez, mais ça pourrait être une option viable. Au niveau des non-ancrables, on a grave de la marge parce qu'on est seulement à 8 non-ancrables. On a les 4 Hades et les 4 Génies. J'ai pas testé le Pinocchio pour l'instant, qui pourrait prendre des slots à génie en fonction du méta aussi. La légendaire du chapitre 8 que je trouve assez intéressante. Mais voilà, une liste qui est hyper carrée, qui a l'air hyper solide, qui doit avoir des match-ups hyper positifs. Et Monstro ainsi que Into the Unknown devraient probablement rogner un petit peu les match-ups les plus négatifs du deck. Et enfin, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler du deck qui fait couler énormément d'encre actuellement dans la communauté Lorcana. Alors pour ceux qui suivent l'actualité de très près, et notamment les réseaux sociaux, vous connaissez déjà probablement ce deck-là, voire même les autres decks que je vous ai présentés dans cette vidéo. Mais on a une partie de notre public qui suit l'information via notre chaîne YouTube, donc je suis obligé d'en parler également ici. C'est ce deck vert gris discard qui, de ce que vous avez l'air de voir, pas de nouvelle carte du chapitre 8. Donc pourquoi est-ce que je vous présente ce deck-là? Eh bien, c'est simple, cette nouvelle carte, Beyond the Horizon,
qui est une carte pour 7 non ancrable, qui peut se chanter à l'unisson pour 7, va nous permettre de choisir n'importe quel nombre de joueurs, de leur faire défausser leurs mains, et ces joueurs vont piocher 3 cartes. Cette carte-là vient créer un scénario hyper frustrant, un pattern de play que les gens détestent affronter dans ce deck-là, parce que ça va nous permettre quasiment à coup sûr, tout en protégeant notre board et de manière un peu inévitable, eh bien, de mettre notre adversaire à 3 cartes en main dès le tour 5, à peu près à toutes les games. C'est hyper puissant contre des stratégies très contrôle comme bleu-rouge qui peuvent littéralement rien faire parce qu'ils n'auront pas le temps de solutionner votre board avant que Beyond the Horizon ait pu être chanté, de par le fait que l'on a des personnages avec la ward qui vont pouvoir le chanter. En gros, le plan, au-delà du plan Diablo, au-delà du plan Ursula, au-delà du plan un peu grind avec Beast, on a un deck Vergrid Discard classique que vous connaissez et qui fonctionne. On a surtout un plan où on va faire au tour 3 un prince jaune qui va être protégé par la ward, donc qui ne pourra être géré que par des anti-bêtes de masse, sauf que au moment où on va établir le plan de jeu de ce deck-là, l'adversaire n'aura pas le temps d'établir ses anti-bêtes de masse. Donc voilà, on va avoir un prince jaune qui aura la ward, donc qui sera inciblable, ainsi qu'une muse qui aura également la ward et qui sera inciblable. Ces deux cartes ensemble, les partenaires de crime, sont capables de chanter à l'unisson Beyond the Horizon de manière inévitable parce que l'adversaire n'aura pas pu les solutionner de votre board car elles ont la ward. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez choisir votre adversaire, il va descendre obligatoirement à 3 cartes en main parce qu'il va devoir défausser sa main. Et en plus de ça, comme avec le prince jaune, vous avez fait défausser votre adversaire, vous allez piocher énormément de cartes. Petite cerise sur le gâteau, une fois que votre prince jaune aura été engagé, ainsi que la muse, pour chanter Beyond the Horizon, grâce à l'effet de la muse, on va pouvoir reprendre le prince jaune dans notre main pour peut-être recommencer ici le processus. Ce qui fait qu'il y a des decks qui vont être totalement incapables de vous empêcher de jouer Beyond the Horizon très rapidement dans la partie, à peu près au tour 5, et donc se retrouver instantanément à 3 cartes en main, avec en plus la possibilité de répéter le processus si jamais ils arrivaient à repiocher des cartes. Et ça, c'est un pattern de play qui est très pressurisant. Je vois sur Internet des gens un petit peu comparer la frustration que peut générer ce deck à Bucky, qui est pareil, était un deck du chapitre 4, qui permettait de contraindre énormément la main de l'adversaire. Je sais pas trop quoi en penser, j'ai pas encore testé le deck, je sais pas à quel point c'est hyper constant le fait de trouver Muse, Prince Jean et Beyond the Horizon dans la liste. Avec le mulligan de l'Orcana qui est très permissif, je suppose que c'est pas si dur d'accomplir ça de manière assez régulière. Est-ce que c'est prédateur de tout le metagame ou seulement de bleu-rouge? Auquel cas, moi, ça me dérange pas trop qu'on prédate un deck qui est là depuis très très longtemps. Donc voilà, j'ai pas de pratique avec le jeu. Je pense qu'on n'a pas un échantillon de game qui est assez important pour pouvoir rapidement crier au scandale. Cela dit, je comprends les doutes des gens, je comprends qu'on s'interroge sur ce pattern de play qui est quand même plutôt unfair, dès lors qu'on ne peut pas interagir avec le fait d'assembler Prince Jaune, Muse et Beyond the Horizon. Je trouve effectivement que c'est un gameplay qui n'est pas hyper intéressant. Donc voilà, c'est sûr que ça va être testé, c'est sûr que ça va être joué. À quel point ça va être puissant dans le méta, je pense qu'on se donne rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines pour le savoir. Voilà, je vous ai présenté les 3 listes qui bénéficient de manière assez intéressante des nouvelles cartes du chapitre 8. Comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres listes qui sont, elles, un peu plus exotiques, sur lesquelles on a un petit peu plus de mal à se projeter, ou alors qu'il faudrait un petit peu plus travailler pour arriver à un build assez consensuel. On les regardera évidemment dans d'autres vidéos, notamment quand on fera des points méta, si elles arrivent à se hisser au sommet du metagame. C'est vrai que ce chapitre 8, il est un petit peu passé en secret. C'est un chapitre sur lesquels les gens n'avaient pas beaucoup d'attentes. Moi, le premier, avec Pell, au spoiler, on n'était pas hyper emballé. Je persiste à penser qu'il n'y a pas énormément de cartes qui vont être très pertinentes pour le metagame, mais par contre, celles qui le sont risquent d'être vraiment déterminantes. Donc, il y a peut-être moyen que ce chapitre 8 ait un peu plus d'impact que ce à quoi on s'attendait. En tout cas, moi, je vous ai présenté ces 3 decklists. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et on se retrouve prochainement pour toujours plus de vidéos sur la chaîne. Merci à tous, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.